Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gymtonic après sa qualification en Coupe de France. L'OGC Nice retrouve l'Alliance Riviera, ça sera ce samedi à 17h face à Metz. Nous parlerons de tout ça bien sûr en compagnie de la crème du service des sports de Nice Matin, à commencer par William Mbercé et son béret. Salut William. Salut Mika, salut à tous. La crème fouettée, ouais. Ça on verra plus tard si t'es sage. Christopher Roux est avec nous, salut Chris. Salut Mika, salut à tous. Et la légende Philippe Kantz, de bonne humeur. Salut Philippe. Bonjour. Notre invité, ouais, de bonne humeur, pas tant que ça au final peut-être. Allez, notre invité cette semaine est un ancien Aiglon, aujourd'hui entraîneur adjoint de Francesco Farioli. Julien Sablé nous fait l'honneur d'être avec nous. Salut Juju. Bonsoir à tous. Merci d'être sur le plateau de Gymtonic, c'est très sympa, on va te parler de plein de choses avec toi, tu vas nous dévoiler plein de secrets, je suis sûr, de Francesco Farioli, de cette équipe de l'OGC Nice. Allez, au sommaire, cette semaine, Morgan Sanson qui débloque enfin son compteur, mais attention, car la défense rouge et noire devient un petit peu plus poreuse. Le pour-contre concernera le racisme et la violence dans les stades. Quelles mesures pour que cela cesse? Et puis en fin d'émission, souviens-toi de Philippe, consacré au regretté Jean Petit, légende de l'AS Monaco, mais aussi parfois bourreau des Niçois. Allez, on va commencer ce Gymtonic. On va revenir sur la victoire 3-2 des Aiglons face à Bordeaux, qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Ils affronteront Montpellier, 8e de finale, effectivement 8e de finale de la Coupe de France. Ils affronteront Montpellier. Will, Nice était largement au-dessus, mais c'est un petit peu fait peur en fin de match quand même. Ouais, ben, une constante un peu avec cet OGC Nice là qui n'arrive pas à finir les matchs en toute sérénité avec la certitude de conserver le score favorable. Alors après, il y a aussi des points positifs à souligner, notamment marquer 3 buts. Mine de rien, ça faisait depuis septembre et le déplacement au parc que le l'OGC Nice n'avait plus réussi à le faire, marquer 3 buts dans un match. Il y a eu des bonnes choses aussi dans l'animation. Un Tom Loucher en milieu relayeur qui fait plutôt une bonne prestation. Mohamed Alichou aussi qui a montré des choses intéressantes. Guessant qui marque encore. Après, voilà, les un peu plus difficiles, c'est voilà, les aspects défensifs, notamment un peu ce manque d'agressivité. Je pense notamment à ce deuxième but, la frappe où Boulka se fait littéralement fusiller sans que personne ne monte sur le porteur. Donc voilà, il y a encore des petits réglages à faire, mais je trouve quand même que gagner à l'extérieur après 3 défaites de rang en championnat et marquer 3 buts, c'est quand même de belles perspectives pour la suite. Allez, on va regarder les stats de cette rencontre entre Bordeaux et Nice et on va voir que bien l'OGC Nice malgré tout a largement dominé cette rencontre. Alors pas autant de la possession parce qu'on l'a dit dans ce dernier quart d'heure, peut-être que les Bordelais ont un petit peu plus touché le ballon, mais au niveau des tirs, on a enfin revu des tirs du côté niçois, des tirs cadrés, des tirs non cadrés. 2 poteaux à signaler également dans cette rencontre. Julien, vous auriez pu vous rendre le match un petit peu plus facile, peut-être? Oui, je pense qu'il était au débrief d'après-match par rapport à l'agressivité et l'envie de faire mieux. C'est sûr que c'était important. Le contenu du match, il y a des choses qui sont très positives. Après, c'est vrai qu'avec beaucoup de changements, il y avait des joueurs aussi qui revenaient de longues blessures. Donc, bien sûr, ce n'est pas des excuses, mais on comptait sur cette fin de match, comme on avait maîtrisé, à redonner un peu de temps et de rythme pour gagner du temps sur la suite aussi. Mais la Coupe de France et un match de foot, c'est jamais gagné. On s'est fait un peu peur sur la fin. Et c'est vrai qu'on a accès aussi sur sans le ballon, avec cette agressivité à retrouver parce qu'on l'avait un tout petit peu perdu ces derniers temps, là, depuis 1 mois et demi. Donc on a fait un focus sur ça et puis on va continuer à avancer. 3 buts marqués, Christopher, 2 poteaux. Ça veut dire qu'on le disait la semaine dernière, Nice avait du mal à marquer des buts et à se créer des occasions depuis quelques matchs. Là, pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, c'est ce que je retiens. Il y a 3-4 situations franches dès le premier quart d'heure. On voyait un Nice entreprenant aussi dans certains de ces derniers matchs, alors pas tous bien évidemment, mais dans certains, on voyait des choses intéressantes, mais il manquait la dernière passe qui permettait de pouvoir frapper ou de se montrer dangereux. Cette fois, dès le début du match, ils l'ont montré, c'est ce que je retiens, et notamment aussi la performance d'Alo Tomba qui était un petit peu critiquée ces dernières semaines, mais qui est notamment impliqué sur l'un des 3 buts, avec une passe décisive, qui fait un très bon match, donc ça aussi c'est positif et c'est à souligner. Philippe, il t'a plu ce match des Aiglons à Bordeaux, un match de coupe, un vrai match de coupe? J'ai plus aucun souvenir, c'était quand? Ça commence bien, la semaine dernière. Dimanche dernier. Non mais, je l'ai vu le match.
Mais il a disparu. Non, samedi dernier d'ailleurs. Pas de C'était samedi dernier. dernier. c'est beaucoup trop loin pour moi. Ah d'accord. Non, moi je trouve que ils se sont fait peur, mais sans vraiment. Il n'y a pas eu de grosses occasions Non, ils ont franches. Il y a eu ce coup maîtrisé. franc là un peu à la fin. On leur a échappé un peu Ouais. à la fin. Et ben il fallait bien que Bordeaux, à la maison, se secoue un peu, hein, parce que ils ont joué beaucoup. Enfin, à un moment donné, on avait l'impression qu'ils jouaient en victime, Bordeaux, quand ils ont pris des buts. Mais en fin de match, ils se sont réveillés, rebellés, et puis voilà. Mais bon, Nice n'a pas eu trop ni à souffrir, ni à avoir peur, quoi. Principalement grâce à un joueur, c'est le focus de cette semaine. Un focus qui concerne bien évidemment le double buteur de cette rencontre, Morgan Sanson sur penalty, et juste après la réduction du score des Bordelais. Il est d'ailleurs très important, ce deuxième but de Morgan Sanson. Ça permet aux Aiglons de ne pas douter finalement trop dans ce match. Ouais, exactement. Il y a des momentum dans un match où ça fait du mal à l'adversaire, juste avant la mi-temps, juste à la reprise, ou juste après un but, 1 minute après la réduction du score, ça fait du bien. Ça a empêché un peu les Aiglons de cogiter. Et puis, pour une fois, c'est un peu même un but heureux. Alors que l'OGC Nice a des fois des situations très favorables qui n'arrivent pas à concrétiser, mais cette fois-ci, c'est un but un peu chanceux, mais il a été au fond, et c'est important aussi pour Sanson, oui, qui marque 2 buts dans un match, alors qu'il n'en avait marqué aucun jusque-là, et qu'il avait pourtant eu les occasions pour le faire. On va regarder les stats dans cette rencontre de Morgan Sanson, justement, face aux Girondins de Bordeaux, avec ses 2 buts marqués, cette activité quand même, malgré tout, avec 3 tirs dans cette rencontre, 57 ballons touchés, 6 duels gagnés sur 11. Julien, on faisait un focus la semaine dernière sur les milieux de terrain. Tu sais ce que c'est, 4 milieux de terrain, toi aussi, puisque tu l'as été, qui, d'un point de vue statistique, n'apportait pas beaucoup à cette équipe. 2 buts pour Boudaoui, 1 but pour Sanson jusqu'à présent. Et là, eh bien enfin, on voit des milieux de terrain qui apportent un petit peu et qui sont efficaces. Bon, sur les statistiques visibles, parce Oui, que si on prend des évidemment. statistiques de remontée de balles, Évidemment. d'activité, de pressing, on a sans eux, c'est le cœur du Bien réacteur. Après, c'est vrai que c'est bien. Il y a un des adjoints qui s'appelle Daniele qui dit la réussite totale sera si nos milieux de terrain commencent à marquer. Et je souscris complètement à ce qu'il dit. Ce qui est bien pour Morgan, c'est qu'il est allé le chercher lui-même, parce qu'à la base, c'était pas lui qui était le tireur de penalty. Et c'est aussi bien parce que Evan a eu la classe de le laisser, de ne pas en faire un esclandre. Et franchement, voilà, ça prouve aussi l'état d'esprit de cette équipe. Et pour en revenir à Morgan, il a débloqué. J'espère que ça va, comme l'a dit le coach, ça va avoir débloqué quelque chose en lui pour aller encore marquer d'autres buts parce qu'on va en avoir besoin. Oui, parce que la réussite de l'OGC Nice dans cette deuxième partie de saison viendra de là, certainement, des milieux qui vont peut-être un peu plus apporter, et surtout une efficacité offensive à retrouver. Ouais, bien sûr, ça passera par là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'animation au milieu, et il y aura vraiment besoin de ça pour Nice. Après, Sanson met 2 buts, mais je pense qu'il peut peser davantage par la passe. Je pense qu'on va l'attendre un petit peu plus à ce niveau-là. À Marseille, quand il fait sa meilleure saison où il met 12 buts, il avait notamment quelquefois eu un rôle de numéro 10, j'avais un petit peu regardé. Il est un peu plus en retrait aujourd'hui. Donc il ne faut peut-être pas attendre qu'il mette 12 buts comme il l'a fait à Marseille, et puis il a un autre moment de sa carrière aussi. Mais je pense qu'à la passe, effectivement, lui peut peser davantage comme les autres milieux. Julien, il n'était pas un petit peu plus haut contre Bordeaux, justement? On n'avait pas cette impression-là? En fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est aussi par rapport à l'adversaire. L'adversaire est venu et nous a laissé les 2 côtés très libres, avec nos 2 latéraux très libres, ce qui a permis de créer un premier décalage et de prendre beaucoup de vitesse et d'amener le ballon plus haut. Et donc, on a eu un bloc beaucoup plus haut. En Ligue 1, très souvent, et notamment le prochain match qui nous attend, on va avoir des équipes où il y a très peu d'espace pour nos milieux, qui servent un petit peu de joueurs attracteurs, comme on les appelle, pour créer un peu de l'attraction, et on les retrouve dans des situations beaucoup plus complexes. Là, sur ce match-là, c'est sûr qu'il s'est retrouvé plus haut, il a pu amener le danger différemment. Mais c'est aussi par rapport à l'adversaire qu'on rencontre que si on peut les mettre en lumière. Tu parlais des 12 buts marqués par Morgan Sanson lors de sa saison à l'OM. C'est le total des buts marqués par Julien Sablé en Ligue 1. Ligue 1, Ligue 2. Ouais, il y a de la Ligue 2 aussi. Il y a un peu de Ligue 2 aussi, mais tu avais surtout marqué à Saint-Etienne.
Oui, non, exclusivement à Saint-Etienne. Exclusivement à Saint-Etienne. Tous les buts sont là-bas. Après, il y a eu un bug. Malheureusement pour les autres clubs, mais il y a eu les pieds qui se sont un peu raidis. Philippe, Morgan Sanson, c'est un beau joueur, on aime le voir jouer. Et voilà, s'il commence l'année 2024 de cette façon-là, c'est très prometteur. Moi, il avait bien commencé quand il est arrivé. Et puis il a eu un petit creux, donc là c'est mieux. Puis je sais pas, je le connais pas suffisamment. C'est peut-être quelqu'un qui marche au mental et ça va lui faire un bien fou. Ces 2 buts là. Après, faut rester. On va voir ce que ça va donner en Ligue 1. On va voir effectivement. On va écouter justement, Francesco Farioli, l'entraîneur de l'OGC Nice, à propos de la performance de Morgan Sanson. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Per Morgan è stata una partita importante, è stata una partita, come dire, che ça a été un match très important pour Morgan. Ça lui a permis un peu de débloquer, un déclic, de la confiance. Il s'était souvent approché du but, mais il pêchait dans le dernier geste. Là, ce 3e but, au final, c'est peut-être l'action la moins propre du match, mais le ballon rentre. Parfois, on a des actions plus faciles et on les loupe. Donc, en tout cas, pour lui, c'est possible pour la fin de la saison. J'espère aussi pour Kefren, pour Hicham, pour Tom, pour tous nos milieux, pour Tom quand il jouait ailier également, car l'apport de nos milieux offensifs est déterminant pour nos ambitions et pour obtenir une fin de saison comme on l'espère tous. Voilà donc Francesco Farioli à propos de Morgan Sanson, et les statistiques, c'était bien 2 buts pour Boudaoui et une passe décisive pour Sanson avant ce match face à Bordeaux. Voilà. La défense, la défense, on appelle à la défense, parce que c'est vrai qu'on va vous montrer un petit tableau là de statistiques. Encore une fois, excuse-moi Julien, on va montrer des statistiques, mais cette défense de l'OGC Nice avant Nantes est la première défaite de la saison, 4 buts encaissés, 10 clean sheets. Après Nantes, sur 7 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés, 2 clean sheets seulement. Ça veut dire quoi ces stats? Tu parlais d'agressivité tout à l'heure, Julien. On a manqué un peu d'agressivité du côté de l'OGC Nice dans ces matchs-là, tu penses? Effectivement, il peut y avoir cette explication-là. Après, je pense qu'on a parlé, le coach a fait une réunion sur la dynamique et il fait souvent des réunions collectives pour que les joueurs aussi puissent s'exprimer. C'est vrai que depuis ce match de Nantes, il y a eu aussi des absents qui ont été là et qui ont été préjudiciables pour la suite. Il y a eu aussi des adversaires qui nous ont encore plus analysé. On était dans une période qui est souvent un moment un peu moins bien physiquement. On a eu un manque un peu de fraîcheur. Enfin, le tout cumulé a fait que, notamment à l'extérieur, on a manqué de ça. Beaucoup moins à domicile, parce qu'on a toujours su rebondir positivement et avoir l'agressivité qu'il fallait. Donc voilà, c'est un tout. Notre pressing plus haut aussi a été un peu plus défaillant. Est-ce que c'est physique? Voilà, il y a plein de questions. On s'est questionné et aujourd'hui on espère avoir trouvé la solution pour rebasculer et être à la fois agressif, en bloc, et on va aussi retrouver nos joueurs, même si ceux qui les ont remplacés ont donné satisfaction. 2 buts encaissés face à cette équipe de Bordeaux, qui est 15e de Ligue 2, alors qui est remonté un petit peu maintenant depuis sa victoire lundi soir, mais avec la défense titulaire. Boulka, Lotomba, Barre, Dante et Todibo. On pouvait se dire qu'à un moment donné, ça allait passer tranquille. Là, c'est pas un couac, mais... Moi, je pense que c'est en fait quelque chose qui est plutôt logique, c'est-à-dire que cette équipe, pendant des semaines, elle prenait pas de but. À Nantes, elle a pris pour la première fois un but, en tout cas, elle a été menée pour la première fois au score, elle a perdu. Il a fallu digérer tout ça aussi. Dante en avait parlé, psychologiquement, être capable de défendre en permanence un petit but d'avance, etc., ça pèse et ça use. Et puis après, à partir du moment où aussi Nice essaye d'attaquer davantage, forcément, va s'exposer aussi. Et il faut s'attendre aussi à ce que cette équipe prenne quelques buts. Après, il ne faut pas trop qu'elle en prenne, bien évidemment. Il faut arriver à bien doser. Mais ça ne me choque pas non plus. C'est pas non plus la meilleure défense au monde. Et forcément, ça allait à un moment s'ouvrir. Donc il faut aussi être mesuré là-dessus. Et maintenant, il faut retrouver, comme le disait Julien aussi, une équipe qui va être au complet, qui va pouvoir aussi retravailler tranquillement
et qui va pouvoir redevenir peut-être un peu plus solide. Pas la meilleure défense au monde, mais ça reste la meilleure défense de Ligue 1, avec 11 buts encaissés en Ligue 1 pour cette équipe de l'OGC Nice. Jean-Claire Todibo revenait de suspension, voilà, 3 matchs de suspension, il fallait qu'il retrouve un peu le rythme. Ça s'est peut-être un peu senti face à Bordeaux, Will? Ça s'est clairement senti. Puis au-delà de l'absence de Todibo, c'est à un moment donné, tu as eu Todibo absent, tu as eu Youssouf absent, tu as eu Thuram absent, tu as eu devant Mofi aussi qui a manqué des matchs. Tu avais un mec par ligne qui manquait, Boga aussi qui a manqué sur les derniers matchs. Donc en fait, c'est difficile de pouvoir garder une ligne directrice et de la cohésion, de la régularité dans les résultats quand il te manque un cadre par ligne. Et pour en revenir à Todibo, forcément déjà quand il n'est pas là, tu perds ton défenseur le plus rugueux dans le duel. C'était Dante a pris ses marques aussi avec JC à côté de lui. Quand il n'est pas là, Rosario fait ce qu'il peut, mais ça fait des trous. Youssouf qui recule, c'est un trou au milieu. On l'a vu à Rennes où le GC Nice n'a pas existé dans l'agressivité au milieu de terrain. Enzo Lefebvre a fait ce qu'il voulait. Donc ces absences font que on les pallie par d'autres, mais ça enlève des qualités dans d'autres domaines. Et Todibo, il doit reprendre ses marques, il doit reprendre du rythme, ne pas jouer pendant 3 semaines, 1 mois, ça s'oublie pas comme ça. Donc, mais bon, vu le garçon et c'est son envie de revenir, il n'y a pas de souci à se faire. Après, ce qui est paradoxal, c'est que sans Todibo, Nice va jouer 3 matchs sans lui et va finir 2 matchs Auxerre et Lens avec des clean sheets. Mais malgré tout, on sent que il manque. Il y a quelque chose qui manque à cette équipe. Même si elle n'a pas pris les buts, on sent quand même qu'il y a un manque. Cette défense, si l'OGC Nice marque 3 buts par match et encaisse 2 buts, ça nous ira, parce qu'on a assez dit sur ce plateau aussi que parfois le jeu n'était pas... Moi, j'ai souvent, je taille souvent, je pense, des fois. Mais là, pour moi, c'est pas un sujet, quoi. On a vu les stats, ce qu'il faisait à une époque, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que on a banalisé le fait qu'ils prenaient pas de but du tout. Maintenant, ils en prennent. C'est le foot, quoi. Donc, c'est pas, je vois pas où c'est inquiétant. On dirait qu'ils en ont pris 40, mais ils ont pas pris beaucoup de buts. Je pense que si on se polarise sur ce qu'ils faisaient avant, c'est sûr qu'avant, ils prenaient pas de but. Non, mais ça peut être un signe avant-coureur de peut-être quelque chose qui est en train de changer aussi dans l'équipe. Le sujet, il est devant, pas derrière. Ouais, il faut rester attentif à ça. On va écouter Jordan Lotomba, justement, à propos de cette défense un petit peu plus perméable de l'OGC Nice. Ça fait partie du football. À un moment donné, c'est clair que ça allait arriver, mais on essaie de toute façon de prendre le moins de buts possible. Et la preuve, c'est aussi qu'on en marque. Faut retenir qu'à Bordeaux, on a marqué 3 buts et c'était le plus important. C'est vrai que ces moments, quand on joue à l'extérieur, on a un peu plus de difficultés, mais on a la chance de toujours de réagir quand on joue surtout à domicile, donc ça c'est bonne chose. Mais maintenant, je pense qu'il faut se focaliser à faire des perfs à l'extérieur. Déjà, même pour nous, dans la tête, ça va faire un grand changement, mais oui, on y pense. Voilà, donc Jordan Lotomba qui, comme l'a dit Christopher, a été plutôt intéressant face à Bordeaux également. Il doit sentir lui à nouveau aussi peut-être la concurrence de Valentin Rosier qui va arriver, mais c'est toujours bien d'avoir de la concurrence de toute façon à tous les postes, Julien. Et il y en a beaucoup dans notre équipe et on a vraiment un groupe d'entraînement et collectif de très très haut niveau. En plus en devenir avec des jeunes joueurs qui ont envie d'aller décrocher encore plus haut, donc c'est un plaisir au quotidien. Avec quasiment plus aucun joueur blessé, dans tous les cas à l'infirmerie. Pour le moment, on en parlera tout à l'heure dans la compo probable avec Will. C'est l'heure du pour-contre. Alors vous le savez, l'avant-match entre Bordeaux et Nice a été émaillé de graves incidents, a priori provoqués par les supporters bordelais qui ont voulu voler une bâche des supporters niçois. Cela a fait suite à plusieurs incidents comme ça dans les stades. Et puis il y a eu aussi ce week-end un nouvel incident de racisme en Italie à propos du gardien de l'équipe de France, Mike Maignan, et du Milan AC. Donc ce qui nous fait poser la question aujourd'hui, jusqu'où ça va aller entre le racisme et la violence dans les stades? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles mesures prendre et pourquoi pas des mesures radicales à prendre? Gianni Infantino a dit, le président de la FIFA a par exemple déclaré qu'il fallait donner match perdu aux équipes dont les supporters se rendraient coupables de gestes racistes ou de paroles racistes ou en tout cas ou peut-être même de violence. Donc on pose la question cette semaine, jusqu'où on doit aller? Quelles mesures prendre? Des mesures radicales ou pas? Et je laisse la parole à Christopher.
Pour moi, je suis complètement désolé par ce qui se passe dans le foot aujourd'hui. Le racisme, la violence. Aujourd'hui, ce sport que j'apprécie énormément, que j'aime extrêmement fort, il est sali complètement pour moi. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus le temps de parler, mais il est temps vraiment de sanctionner ceux qui sont les acteurs de ces actes-là, que ce soit le racisme ou la violence. Pour moi, c'est match perdu sur tapis vert, obligatoirement. Par exemple, sur un cas comme Nice-Bordeaux, si effectivement les Bordelais ont agressé les Niçois, on ne joue pas le match, Bordeaux perd le match sur tapis vert. Cas de racisme, la même chose. Si aujourd'hui on ne sait pas qui sont les responsables dans une bagarre entre supporters, le match s'arrête, ne se joue pas. Et une fois qu'on a établi les responsabilités, si effectivement ça vient des deux clubs, match perdu et moins 3 points pour les deux clubs. Il faut frapper fort. Je sais qu'on va me dire, mais les joueurs ne sont pas responsables, etc. Mais aujourd'hui dans les clubs, on entend souvent la notion de famille. Mais sauf que c'est parfois à géométrie variable, c'est-à-dire que c'est que uniquement quand c'est positif. Quand c'est négatif, il faut être capable aussi de se dire, on est une famille, nos supporters ont déconné, on fait n'importe quoi, on assume. On assume et on prend nos responsabilités. Et je trouve qu'aujourd'hui, certains clubs ne le font pas assez. Je ne parle pas pour Nice en particulier, je parle globalement. Nice aujourd'hui a été là pour ce coup-là, ce week-end en tout cas, n'est pas visiblement responsable. Mais en tout cas, il faut frapper fort. Aujourd'hui, on a beaucoup trop parlé. Il y a eu Lyon-Marseille il y a quelques semaines. Il y a eu ce qu'on sait. Il y a eu un entraîneur qui a été agressé, un quart qui a été caillassé. Pour moi, il fallait sanctionner les Marseillais. On a rejoué le match au Vélodrome. Ça reste quand même des supporters marseillais qui ont agressé, même si c'était en dehors du stade, le bus lyonnais. Il faut sanctionner. Marseille doit avoir un match perdu sur tapis vert pour moi. Je ne sais pas si on avancera, mais en tout cas, c'est des solutions qui pourraient faire avancer les choses. Voilà, donc les mesures radicales proposées par Christopher. Will. Moi, je trouve qu'on se trompe complètement de coupable quand on a ce raisonnement. D'abord parce que c'est pas le football qui est sali seulement par ses actes, c'est toute la société. Moi, je suis désolé, mais j'attends pas de voir un match de football pour sentir du racisme ou de la violence dans mon quotidien. Deuxième chose, le football est le sport populaire numéro 1, donc forcément c'est le reflet numéro 1 de la société, c'est là où il y a le plus de spectateurs, de supporters. Et puis pour en revenir aux culpabilités, comment peut-on reprocher au club d'être responsable directement de 20 000, 30 000, 40 000 spectateurs dans leur stade? Ils ont déjà des aspects financiers à soutenir dans leur gestion de club, les aspects sportifs avec une construction d'effectifs, une gestion d'effectifs au quotidien, et maintenant il faudrait leur rajouter la gestion des supporters et de je sais pas combien d'énergumènes, parce qu'après il faut pas aussi tout mélanger. Il y a une gestion de 40 000 personnes, mais dans ces 40 000 personnes c'est peut-être une dizaine qui va foutre le bordel, qui va faire n'importe quoi. Je pense notamment à Bordeaux. Bordeaux, c'est plus un problème de gestion du club local qui reçoit, ok, qui doit, au niveau de la sécurité, qui doit me donner les moyens de pouvoir contrer ce genre d'événement. Mais à la fin, si il s'est passé ce drame, il faut sanctionner les coupables directement. On est en 2024, on a 8 millions de caméras dans tous les stades, on n'arrive pas à trouver le gars qui va provoquer, le gars qui va frapper, le gars qui va jeter un fumigène sur le parquage adverse ou sur le terrain. Donc en fait, aujourd'hui, c'est prendre ses responsabilités, c'est attaquer fort sur celui qui a déconné, le coupable. Et on a tous les moyens possibles de les trouver, et même quelques jours après. Donc sanctionner les clubs, ça serait ubuesque. Qu'est-ce qu'il faut faire, Julien, pour que tout cela s'arrête enfin ? C'est un sujet qui est délicat. Will l'a dit, pour moi, c'est les individus, il y a un reflet. On peut même aller voir plus loin, au-delà du racisme qui est intolérable. Ce qui s'est passé avec Mike, c'est intolérable d'entendre ça encore aujourd'hui, à 21e siècle, d'avoir des gestes obscènes dans un encadrement, quand on voit des gosses qui aiment le football. Bon, pour moi, ça n'a pas de place dans le stade. Mais aujourd'hui, je crois que c'est les individus qui doivent être vraiment ciblés. Et encore une fois, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a moyen de trouver aujourd'hui de trouver ces coupables-là, de les faire payer vraiment, mais vraiment très très cher, parce que c'est une hérésie de faire ça dans un stade. Et parce qu'aujourd'hui, oui, les clubs, oui, les joueurs peuvent se retrouver sanctionnés. Je trouve que les joueurs s'expriment de plus en plus, ont des réactions qui sont très bien, qui font réagir. Mais de là à sanctionner tout un club, tous des gens qui bossent au quotidien pour réaliser juste leur rêve, quoi, c'est-à-dire jouer au football et gagner des matchs, je trouve que la sanction serait très très
forte, mais bon, j'ai pas la solution. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soulève ce problème-là et qu'on arrive à l'éradiquer rapidement. Ouais, parce que la solution quand même de Gianni Infantino, elle peut être dangereuse pour les clubs. Parce que, admettons qu'il y a un Paris Saint-Germain-Marseille décisif pour le titre dans une fin de saison. Des supporters de l'OM qui vont infiltrer peut-être un groupe de supporters parisiens et qui vont démarrer des violences au cœur de la tribune parisienne ou des chants racistes. Tu donnes le match perdu au Paris Saint-Germain, mais sauf que c'est pas tes supporters qui ont fait ça. Donc c'est un peu démagogique quand même cette solution prônée par Gianni Infantino à un moment donné. C'était déjà le problème à Montpellier, je trouvais, contre Clermont, quand il y a ces histoires de pétards à la fin du match, 90e plus, et que tu fais rejouer tout le match. Je trouvais pas que c'était une bonne idée au niveau de la jurisprudence. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vois ton équipe en train de perdre, eh ben tu balances un truc sur le terrain pour que le match s'arrête et qu'il soit rejoué. Même si tu as quelques points peut-être de pénalité sur tapis vert, peut-être que tu en perdras moins au final que si tu avais vraiment perdu le match. Donc c'est une mauvaise jurisprudence, en fait, de vouloir faire des décisions collectives pour un acte éparpillé, quoi. Isolé. Moi, je me dis que ça peut pousser les clubs à agir davantage. À faire le ménage dans les tribunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours ce problème on veut garder nos supporters parce qu'ils mettent de l'ambiance, et on a du mal à les sanctionner aussi. Mais c'est du judiciaire. Il y a les IDS. Vous croyez que c'est une plaisanterie, les IDS? Vous croyez que quand un garçon, un supporter ou un spectateur est inculpé avec une IDS, c'est un plaisir pour lui? Mais visiblement, d'aller pointer avant le match, d'aller repointer à la mi-temps. Vous croyez pas que c'est déjà assez suffisant? Je vais peut-être essayer de vous mettre d'accord là-dessus. Interdiction de stade à vie pour des frais graves. Oui. Est-ce que ça serait pas la solution? Mais peut-être, mais bien sûr, mais pour quelqu'un, celui qui a fait une bêtise, interdiction de vie, à vie d'un stade, ça me choquera pas. Ça me choquera pas. Moi, je suis pas certain. On va condamner l'auteur des faits. Parce que aussi dans le football, il y a ce qu'on appelle les hooligans, hein. C'est-à-dire des gens qui vont dans le stade, mais qui n'ont rien à foutre du football. Ils n'ont rien à foutre de l'équipe qui joue ou pas. Ils n'ont pas de couleur sur eux. Ils sont juste là pour foutre le bordel. Et donc c'est ce mec-là qui en a rien à foutre de l'OGC Nice qui va pénaliser tout le club parce qu'il va jeter je sais pas quoi dans le stade. Philippe, la synthèse de tout ça. Ouais, moi je suis d'accord avec William. Parce que ne peut pas faire payer un club sur l'agissement d'une personne ou d'un groupe. Après, c'est vrai que, comme le dit Christopher, les clubs, des fois, ils sont limites sur le fait de ménager la chèvre. C'est pas simple, j'en suis conscient. Hein. Voilà, mais William a raison sur le fond, quoi. Après, où je me fais du souci, c'est que c'est vrai que, comme disait Julien, de nos jours, le racisme, on hallucine, quoi, de voir ces cris, aller faire des cris de singe dans un stade. Mais c'est intolérable. C'est intolérable, mais je me dis que ça va continuer, parce que quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où c'est que des bagarres, des insultes, et des duels, et je vois pas le... Ce week-end, j'entendais un père de famille qui était à Bordeaux. Il est venu avec ses gamins, il est éducateur dans un club. Le petit, il a 9 ans. Ils étaient plusieurs gamins. Il disait, les petits, ils veulent plus venir. Ils ont vu ce qui s'est passé, ils veulent plus venir voir un match de foot. Il faut faire attention parce qu'on va perdre des gamins aussi. On va perdre des supporters. Le foot est en train petit à petit aussi de voir des gens se détourner de lui, moi je pense. Et sans compter la violence dans le foot amateur avec ce qui s'est passé aussi la violence dans la société le week-end dernier avec l'équipe de Menton qui s'est fait effectivement agresser. D'ailleurs, on adresse toutes nos pensées pour cette équipe. Et des gens se font casser la gueule pour un feu rouge ou pour un passage piéton. C'est pas le football qui diabolise tout. Hein. T'es sur les réseaux sociaux, Philippe, maintenant. Non, pas du tout. C'est Philou la Castagne. Non, j'y suis pas, moi. Non. Philou le Houls. J'y suis pas. Philou du 06. Non. Le soir, je lis de la poésie, je fais pas les poubelles. Bon, voilà, on a l'impression d'en parler quasiment toutes les semaines de ces sujets-là, mais c'est vrai qu'il faudra un moment peut-être prendre les choses en main du côté des pouvoirs publics pour arrêter tout cela, même si la solution miracle, évidemment, doit être difficile à trouver. On est encore en période de mercato, alors on va vous donner les dernières infos concernant le mercato de l'OGC Nice, avec d'abord, Will, 2 départs. Un qui était attendu, celui d'Ayoub Amraoui prêté à Nancy, et puis un autre un peu surprenant d'un joueur que tu aimes bien, Reda Belayan, qui s'envole vers Hellas Vérone. Ouais, Belayan, il avait envie de jouer, il était dans sa dernière année de contrat avec l'OGC Nice, et il attendait des vraies garanties de temps de jeu pour la suite, et l'OGC Nice ne pouvait pas lui offrir. Il y a de la concurrence, et du coup, ils ont accepté le choix de Reda Belayan
d'aller dans un projet d'un club en Italie qui est dernier. 18e. Premier relégable. Après, le Hellas Vérone, c'est un club qui a une certaine culture, une certaine histoire dans le football italien. Donc, je pense pas que ce soit un choix complètement aberrant de la part d'un jeune joueur que d'aller dans un championnat déjà majeur. Le championnat italien, c'est pas non plus l'Arabie Saoudite. Et puis dans un club qui va lui donner du temps de jeu. Et ce sera formateur pour la suite de sa carrière dans un sens ou dans un autre. Il n'a que 10, il va faire ses 20 ans cette année. Et c'est un choix respectable. Et pour Ayoub Amraoui, c'est aussi un choix respectable parce que je trouve qu'il avait d'autres prétendants, même en Ligue 2, plutôt que Nancy en National. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a de l'intelligence de se dire à Nancy, il aura beaucoup de temps de jeu, que plutôt aller faire de la rotation en Ligue 2 et de passer peut-être 4 mois à pas faire grand-chose pour progresser. Sur Reda Belayan, Christopher, c'est peut-être un peu dommage qu'un joueur de 20 ans exige comme ça du temps de jeu dans son club formateur. Je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un peu d'impatience pour lui. Alors qu'il commençait justement à jouer un petit peu. Moi, je trouve qu'il y avait des choses à faire peut-être pour lui à Nice encore, avec un peu plus de patience. Maintenant, voilà, je suis pas dans le secret des dieux, ce qui a pu se dire. Mais je trouve que ça, c'est peut-être dommage. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait joué lors de. Et bien. Plutôt pas mal. Quoi. Révélé par Didier Digard. Il a attendu le 32e de finale contre Serre pour pouvoir jouer, alors que sous Didier Digard, il était apparu quand même 6 fois. Ouais. Et je vais pas trahir un secret, mais à l'époque de Didier Digard, il y avait vraiment une tendance autour du gamin en disant voilà, il faut qu'il joue. Cette année, c'était plus trop ça la tendance. Oui, mais quand tu as Kefren Thuram au milieu de terrain, Morgan Sanson, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Et après, moi, je veux pas non plus jeter la pierre à un gamin de 19 ans qui a envie de jouer. Tom Louchet, maintenant, qui se révèle. Et surtout, je crois qu'il voit il voit que Louchet, là, le titulaire un peu au milieu, il commence à crever un peu l'écran et que le coach l'aime beaucoup. C'était peut-être effectivement un peu compliqué pour lui. Au rayon des arrivées, peut-être une petite dernière sur le poste de gardien de but. Ouais, c'est peut-être la petite dernière. Ce serait Maxime Dupé fait partie des pistes suivies au niveau des gardiens de but. Ce qu'on a pu récolter ces dernières heures, c'est que les négociations avaient bien avancé avec Anderlecht. Est-ce qu'elles aboutiront? Anderlecht de Kasper Schmeichel. Ouais, donc décidément, finalement, Kasper, il est toujours dans les bons coups. Hein. Peut-être là, il réalisera sa meilleure action pour le GC Nice mais quel permettant de faire quel venir intérêt Maxime pour Dupé de venir du coup? Bah oui, parce qu'il joue pas en Anderlecht, numéro 2 à Nice. Ouais, déjà la vie peut-être la vie à Nice, elle est un peu plus sympa quand tu es dans un rôle de numéro 2. Il a 30 ans, connaît bien le championnat. Peut-être, mais on sait aussi, il y a un vrai argument. Kasper, c'est pas un beau coéquipier. La semaine, faire les entraînements avec Kasper, c'est d'un ennui terrible. Donc, je pense alors qu'avec Boulka, tu dois rigoler. Avec beaucoup de monde, tu rigoles plus qu'avec Kasper. Hein. Tu rigoles avec Boulandi, tu lui envoies quel message oui. Boulandi, tu lui envoies quel message du coup? Mais Boulandi, il a 20 ans. C'est des gamins. Il est tout à fait conscient du respect et de la confiance que lui accorde le club. Bon, bah c'est super. Donc, c'est pas un désaveu pour Teddy Boulandi que de voir arriver à Maxime Dupé qui a 30 ans et qui a de l'expérience. Et pour Marcin Bulka, pareil, il va pouvoir même gagner en expérience et peut-être de ce que peut lui apporter Maxime Dupé au quotidien. Je pose la question parce que le club avait dit si on peut trouver, on ira chercher un deuxième gardien, mais on va essayer de faire confiance aussi à Teddy. Et je me dis, bon... ils sont obligés de dire ça. Pour laisser le gardien en confiance. Je pense que quelques jours après, peut-être le gamin, il s'est dit à un moment, tiens, je vais peut-être avoir une place de numéro 2, s'il y a une blessure, je pourrais peut-être jouer. La transition est parfaite pour expliquer qu'il y a des discours de façade et une réalité interne. Bien joué ça, parce que on va passer à l'indiscret. Il fait les passes. La passe de Christopher vers William et notre indiscret concerne Youssef Attal, discours officiel, discours de façade. Bah oui, encore une fois, on refait l'indiscret sur Youssef Attal en confirmant que nos infos sont toujours les mêmes. Youssef Attal portera très 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 difficilement à nouveau le maillot de l'OGC Nice. T'as un peu nuancé ton propos. Parce qu'il y a une chose, c'est que j'étais, comme le club je pense, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de prétendants que ça pour Youssef Attal, que pendant cet hiver, des clubs se manifesteraient pour vraiment le faire venir. Sauf qu'à 6 mois de la fin de son contrat, les postulants ne sont pas si nombreux que ça. Youssef Attal n'a pas fait une très bonne canne non plus pour se mettre en avant. Donc l'OGC Nice ne le libérera pas, ça c'est une certitude. Ils vont pas faire de cadeau à libérer un joueur à 6 mois de la fin de son contrat. Mais en revanche, faut être cohérent. Et il y a les propos officiels. Et de Francesco Farioli encore aujourd'hui, en disant qu'il reviendrait dans le groupe, et c'est à disposition du groupe. Il est dans son rôle de coach, de donner une com
institutionnels, de dire voilà, on a donné une sanction, elle va arriver à sa fin, elle sera à disposition. Mais après, il y a des actes aussi. Et l'OGC Nice ne fait pas Valentin Rosier s'il compte toujours sur Youssef Attal pour la deuxième partie de saison. Donc il y avait Jordan Lotomba déjà devant Attal. Il y a désormais Valentin Rosier aussi qui passe devant lui dans la concurrence. Youssef Attal ne jouera plus à l'OGC Nice. Si tu veux que je revienne de façon plus affirmative, sauf si hécatombe après. Parce qu'à un moment donné, il faut se mettre aussi à la place des dirigeants. Ils prennent des décisions, mais ils sont pas fous non plus. Si demain, tu as Lotomba qui se blesse et Rosier aussi, ils vont pas aller mettre un gamin s'ils ont Youssef Attal qui est disponible. Mais en football, ça peut aller très vite. Mais la vraie volonté, c'est de ne plus le faire jouer. Bon. Voilà donc sur ce que l'on peut dire sur ce dossier d'Attal. Boudaoui qui va revenir d'ailleurs de la Coupe d'Afrique. Qui est déjà revenu. Des Nations, qui est déjà revenu effectivement après l'élimination de l'Algérie. Et Youssef Attal reviendra lui a priori lundi. Voilà, ça aussi c'est notre message. Oui. Tu fais revenir Boudaoui au plus vite. Par contre, Youssef Attal, tu lui dis ouais, prends-toi 2 jours de plus. Ça veut dire vraiment que tu comptes pas sur lui. Bon, voilà. Allez, c'est l'heure du Zap Gym, les meilleurs moments des coulisses de l'OGC Nice captés par les caméras d'OGC Nice TV. C'est parti. Elle est très dynamique, même si on est un peu fatigué. Alors, t'as été bien accueilli? Ouais, tu connais, avec le bon refrain. Bonjour. Ah, ça c'est beau. Oh, amigo mon frère, c'est beau. Ok les gars, super les gars, je compte sur vous, let's go. Un deuxième applaudissement pour Martin Boulka. Vous pouvez y aller, Martin. JC Tondibo. Je crois qu'on peut être très heureux du début de saison que font le staff et les joueurs parce que c'est quand même assez remarquable. On va souhaiter d'être le mieux placé à la fin de la saison. On a une aventure en coupe aussi qui serait sympathique. Donc on va souhaiter le meilleur. Après, je ne sais pas ce qui restera à la fin. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'être le plus haut possible. Ah, mais là, tu peux voir derrière le centre. Si tu peux. Avec un sourire. Long time in the other side. So, how is everything? Now I can say I'm happy. Yes, so... and from there we go. Okay. Okay, so welcome again. Thank you so much. And we speak soon. Thank you so much. Okay. Allez, thank you. So. Voilà l'accueil de Francesco Farioli auprès de Valentin Rosier. C'était dans le Zap Gym que vous pouvez retrouver en longueur sur les médias de l'OGC Nice. On va parler de toi un tout petit peu, Julien, et de ton rôle aujourd'hui à l'OGC Nice. C'est dans le tac au tac. Entraîneur adjoint de Francesco Farioli, Julien, du côté de l'OGC Nice. Est-ce que tu connaissais ce coach avant d'être son adjoint? Parce que nous, on ne le connaissait pas, on l'avoue tranquillement. Et quand tu as su que c'était lui, évidemment, tu as dû te renseigner un tout petit peu. Exactement, je vais pas mentir, je connaissais pas du tout Francesco avant. Par contre, quand Flo m'a proposé de le rencontrer... Florent Ghisolfi. Florent Ghisolfi, de le rencontrer dans le... pour le rencontrer, bien sûr, je suis allé voir son style de jeu. J'ai lu beaucoup de choses autour de Francesco. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient nous rejoindre sur l'amour du football. Et puis, la première rencontre, ça a duré 5 minutes. Et puis, il m'a gentiment accueilli dans son staff qui était déjà bien fourni. Et puis, aujourd'hui, on a une très bonne relation. Et j'ai appris de nouvelles choses, comme avec tous les entraîneurs dont j'ai travaillé. J'ai appris de chacun d'entre eux et aussi beaucoup de Francesco. Francesco, ça se passe comment la relation en anglais? En anglais, ouais. Et je suis parti, j'étais au niveau moins de 12 de l'anglais. Donc je remercie Flo Ghisolfi de m'avoir lancé là-dedans.
Voilà, au début, on n'avait pas de traducteur, mais j'avais quelques notions. Mais par contre, je les remercierai jamais assez dans tout le staff. Ils ont vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de ne pas savoir parler anglais. Et donc, ils ont toujours été patients. Et puis, ça a été les 2 premiers mois très difficiles pour comprendre, pour aussi s'exprimer. Bon, maintenant, au bout de 6 mois, ça y est, maintenant, on arrive à communiquer de manière claire et limpide. Mais ouais, c'est en anglais. Quand on est adjoint comme toi, est-ce qu'il y a une appréhension au moment de rencontrer un coach qu'on ne connaît pas? Tu as travaillé avec d'autres entraîneurs que tu connaissais. Là, c'était différent. Est-ce qu'il y a une appréhension, une crainte? On se pose des questions? Ça c'est une question personnelle. Oui, je suis quelqu'un qui veut être donner la confiance, enfin redonner la confiance qu'on peut donner. Et donc c'est sûr que j'avais un peu d'appréhension, surtout que c'était un staff complètement étranger. Mais je suis quelqu'un de curieux de base. Et après, je voulais aussi l'y apporter, c'est-à-dire je voulais pas être l'adjoint qui représente le club, qui va aller amener la connaissance de la Ligue 1 et des joueurs, et ne pas être quelqu'un reconnu pour une compétence. Et donc ça, c'était ma pression personnelle. Mais très rapidement, voilà, ça a été encore une fois très fluide. Mais il y avait une certaine petite appréhension les premiers temps, et aussi par rapport à la langue. Justement, tu en as parlé, Julien, quel est ton rôle exact auprès de Francesco Farioli dans ce staff où les rôles, j'imagine, sont très bien définis? Oui, alors à la base, c'est la connaissance de la Ligue 1 et la connaissance du groupe depuis 6 mois. Parce que tu étais aussi l'adjoint de Didier Voilà, Digard. quand Didier est monté et que je suis monté avec lui, j'avais 6 mois de recul, donc c'était aussi un avantage pour eux, la relation que je pouvais avoir avec le vestiaire. Donc ça a été 2 points très importants. Et puis après, ça a été, voilà, on a un secteur offensif et défensif. Et donc je suis plutôt à vocation des joueurs offensifs, avec un développement individuel des joueurs, et notamment des vidéos individuelles toutes les semaines sur leurs matchs, sur les entraînements qui sont filmés. Donc voilà, on a Felipe qui est l'adjoint espagnol s'occupe du secteur défensif. Donc voilà, c'est 3 gros pôles. Et après, j'ai la relation aussi avec le centre, parce que j'étais venu pour entraîner la réserve. Et donc aujourd'hui, je fais la relation avec Didier, pour qu'on puisse se passer les joueurs dont on a besoin. Et ça se passe très bien, parce qu'on voit les joueurs qui montent évidemment dans l'équipe première. Non, Didier est exceptionnel dans déjà la réactivité. C'est jamais facile d'avoir une équipe réserve dans un club. Mais aujourd'hui, voilà, il est très réactif et nous fait beaucoup de passes décisives pour que ça puisse marcher. Et en fait, quand ça marche, c'est que c'est tout un club qui est dans une synergie positive. Quand il fait ses choix d'équipe, de 11 ou de remplacement, est-ce qu'il fait appel à vous? C'est quelqu'un qui choisit seul, qui a un management collectif? Comment ça se passe? Oui, collectif, ça c'est sûr. On a un mot entre nous, c'est que notre vie est un meeting. Donc on est tous les jours ensemble pendant des heures autour de la vidéo, autour de la préparation de ce qui va se passer, que ce soit pour les matchs, pour l'analyse des adversaires, pour l'entraînement. Donc on est très souvent ensemble, il partage beaucoup de choses. Par contre, c'est quelqu'un qui, quand il a décidé sur des choses, faut pas aller le polluer. Donc ça, moi j'ai appris à le connaître un peu après, en observant les autres. Mais c'est vrai que il dirige, il a une idée très claire de ce qu'il veut, et par moment, il peut arriver et lors d'une réunion dire voilà, qu'est-ce que vous pensez, et il donne la parole à chaque membre du staff. Moi je trouve ça très bien, et après c'est lui qui décide en bout de ligne. Où est-ce qui t'impressionne le plus peut-être? Sur son projet de jeu et son modèle de jeu qui est hyper précis, et de la façon dont il l'entraîne. Il est très répétitif là-dedans, il sait vraiment exactement ce qu'il veut, c'est écrit, et c'est répété depuis 6 mois. Et en fait, il n'y a pas de hasard. Et ce qui, pour son âge, où il m'a le plus impressionné pour l'instant, mais j'avais été aussi impressionné par Didier par rapport à leur âge, c'est le fait de garder une ligne directrice quoi qu'il arrive autour. De ne pas se laisser perturber par un mauvais résultat, par quelques critiques. Exactement. On ne changera pas notre façon de jouer
quelle que soit la crise de résultats ou la dynamique de résultats plutôt. Et ça, c'est vraiment un trait très fort chez lui, c'est qu'il a un projet de jeu très précis et il va l'entraîner et on va réussir grâce à ça. Ça vous a touché les critiques sur le jeu un petit peu qu'il y a pu avoir dans la première partie de saison où on disait que l'OGC Nice était une équipe parfois ennuyeuse à voir jouer? Moi personnellement oui, parce que je vois la sueur que les joueurs ont au quotidien pour intégrer beaucoup d'informations, ce qu'ils donnent, et aussi par rapport au coach, parce que ce qui a été mis en place ne reflétait pas exactement la vision de ce que Francesco veut. Donc lui-même était un petit peu frustré par rapport à ça. Exactement. Ouais. Donc, et c'est encore aujourd'hui le cas sur des choses parce qu'on est loin de la vision idéale de ce qu'il veut pour son modèle de jeu. Donc oui, mais on s'en est servi comme une force. Et aussi, ça prend du temps. Et on voit qu'aujourd'hui, notre équipe joue d'une certaine façon. Elle ne le faisait pas sur les premiers matchs. Et aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent paraître une habitude, mais qui ne l'étaient pas sur le premier match contre Lille. Et qui aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont intégré. Donc c'est quelque chose où il faut du temps, il faut s'entraîner. Et là, je tire un grand coup de chapeau à notre équipe parce que on a un groupe d'entraînement qui bosse beaucoup. Voilà. Et franchement, ils ont cette qualité d'y aller tous les jours et de vouloir apprendre. Quand tu dis on est loin de ce qu'il veut, c'est-à-dire, il veut quoi? En fait, je pense qu'on a bien compris la façon dont on veut sortir le ballon et cette façon de vouloir contrôler et de préparer les actions futures. C'est-à-dire que si on perd le ballon, on a des filtres qui vont nous permettre de pouvoir anticiper une perte. Mais aussi, après avoir fait ce premier décalage, ce qu'on n'a pas encore suffisamment vu, c'est que quand vous avez gagné un temps d'avance, c'est de le garder et d'aller très très vite vers l'avant. Et ça, on n'a pas encore réussi à trouver vraiment et on travaille beaucoup sur ça, quand on a sorti après notre premier décalage, derrière, quand vous avez de l'espace, d'aller vraiment très vite et de pouvoir se procurer des occasions dans ce système-là. J'ai plus l'impression que ce problème-là, c'est vraiment l'approche des 30 derniers mètres de la surface, que vous arrivez justement à mettre ce coup d'accélérateur, mais qu'après il manque la justesse pour aller au bout. Ouais, alors il a fallu beaucoup de temps déjà pour que chaque zone nous permette parce que c'est très graduel, je dirais, et donc d'arriver sur cette dernière zone-là. Après, c'est sûr que quel que soit le modèle de jeu, quel que soit l'entraîneur, la dernière passe, la dernière créativité, c'est le joueur qui va le faire. Et aujourd'hui, on arrive dans une étape où il faut qu'ils se lâchent parce qu'ils ont compris les choses. Et on parlait de Morgan tout à l'heure, mais on a le retour de Kefren, on a le retour, c'est des joueurs d'un grand talent. Jérémy, on a Momo Chaud qui vient d'arriver. Vous avez des joueurs, Evan, voilà, ils vont créer, Gaëtan, à un moment, cette dernière passe à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent à se relâcher. Ils font bien les choses, mais aujourd'hui, voilà, il nous manque cette petite étincelle. Je suis sûr qu'elle va pas tarder à arriver parce qu'ils ont du talent pour le réaliser. Tu as passé toute l'année au final 2023 sur le banc du gym, d'abord avec Didier Digard, ensuite avec Francesco Fariolo. Final sur l'année civile, Nice termine 3e de Ligue 1, donc tu es l'un des meilleurs adjoints de France en fait. Si on va par là, donc le 3e meilleur adjoint de France. Mais blague à part, entre les deux, de quoi tu t'es le plus nourri avec Didier? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté aussi avec Francesco? Qu'est-ce que vraiment, pas ce qui les oppose, mais ce qui les complète plutôt? On ne peut pas les opposer, on ne peut pas les comparer. Didier, on avait un passif de joueur, on a joué 3 ans ensemble ici, donc il y avait une amitié qui était là, et puis de se retrouver dans cette circonstance-là, surtout après un moment de crise, c'est un intérim, au début on est monté, on ne savait pas combien de matchs, donc Après, mon rôle d'adjoint a toujours été très clair, c'était de se mettre au service du numéro 1 et de répondre à sa demande. Et avec Didier, ça a été très fluide, avec Fred aussi, ça a été très fluide rapidement sur les attentes de Didier. Et puis, mais c'était une situation de crise et qui est partie tout feu tout flamme. C'est un grand compétiteur, Didier, et qui avait une capacité à motiver et à garder le groupe sous pression qui fait partie vraiment de ses plus grandes qualités.
Et puis Francesco, quand je l'ai rencontré, on a été tourné vraiment sur un modèle de jeu qui est très... Je dis pas un dire fixe, mais il y a un cadre qui est fixe et à l'intérieur, il y a pas mal de liberté. Et ça, jusqu'à présent, j'avais jamais rencontré dans mon parcours quelqu'un d'aussi dogmatique par rapport à ça. Donc voilà, mon année 2023 et même encore aujourd'hui, elle a été riche en enseignements grâce à ces deux entraîneurs parce que c'est des jeunes talentueux et puis que j'ai, comme une éponge, absorbé beaucoup de choses positives de leur part. Tu as connu furtivement une expérience en tant qu'entraîneur numéro 1, c'était à Saint-Etienne. Aujourd'hui, est-ce que tu t'épanouis en tant qu'adjoint d'une équipe de Ligue 1 Déjà, quand vous avez un boulot, dans votre passion, vous ne pouvez pas cracher dans la soupe. J'ai connu avant de venir à Nice et que Flo me tende la main et l'OGC Nice aussi. J'ai connu 6 mois de chômage après Saint-Etienne. Donc, vous pouvez dire que quand vous coachez sur votre canapé tous les samedis soirs, ça fait long. Donc, vous boudez pas votre plaisir d'entraîner et d'être adjoint aujourd'hui. Donc, je prends beaucoup de plaisir à être au service de ces entraîneurs et aussi de ces joueurs-là. Parce que franchement, la qualité du groupe de l'OGC Nice, et c'est pas pour les valoriser pour rien, c'est du très très haut niveau et je prends énormément de plaisir à passer du temps avec eux pour essayer de contribuer à leur progression. Et revenir numéro 1 un jour, ça t'intéresserait ça ? Oui, c'est pas tout de suite, mais c'est l'objectif de ma carrière. Maintenant, ma carrière, elle durera 30 ans dans le football, j'espère. Il y aura des hauts et des bas, mais bien sûr qu'un jour ou l'autre, mon objectif, il n'a jamais été caché, c'est de devenir numéro 1 un jour. Tu dis pas tout de suite, c'est parce que tu considères que tu as encore des choses à apprendre. Tu parlais d'éponge, etc. tout à l'heure. Tu as besoin de ça peut-être, encore prendre des éléments, de l'expérience ? Ouais, et puis c'est aussi des traits de personnalité, et puis c'est les opportunités. Et aussi, quand vous avez goûté à ce que je suis en train de goûter, vous entraînez des joueurs d'un certain niveau, dans un niveau infrastructurel magnifique, un club qui a évolué, enfin, on parlait tout à l'heure. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Voilà, et puis voilà, je veux construire ma carrière, et aujourd'hui, je suis très content des étapes qui ont été la mienne, notamment depuis que je suis à l'OGC Nice, pour construire, parce que j'apprends au quotidien, et tant que j'apprends, quelle que soit la position, ça m'amène vers mon rêve. Pour revenir à Farioli, bon, c'est un coach italien, vraiment made in Italy. On a l'impression que l'équipe est très organisée, très équilibrée, mais que quand c'est là où, pour moi, il y a un souci devant, quand il faut créer le déséquilibre, qu'elle n'est pas à l'aise quand il faut créer le déséquilibre, ça manque d'audace, de folie. Est-ce qu'on ressent ça à l'intérieur que c'est vraiment, comme tu disais, dogmatique, organisé, et qu'il n'y a pas la place à la folie, à l'audace et au déséquilibre Pas totalement d'accord. Tu as le droit. Tu as le droit de l'envoyer. Non. En fait, pour moi, dans le cadre. Non, mais dans le. Mais dans le cadre, en fait, ils ont un cadre. Il est sûr qu'il y a le mot contrôler le jeu qui fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire qu'on veut être contrôlé et avoir des intentions pour manipuler les adversaires. Maintenant, les joueurs, à l'intérieur de ça, ils ont une totale liberté. Pas totale à 100%, mais ils ont des cheminements, ils savent comment on veut sortir le ballon, ils savent quelle zone on veut attaquer quand on se situe à peu près ici. Et en fait, déjà de le faire dans le bon timing, on verrait des choses qui sont plus dans la folie. C'est sûr qu'il y a moins de mouvements de rotation de nos ailiers qu'il peut y en avoir, parce que c'est pour nous une question d'équilibre, et pour Francesco une question d'équilibre aussi. Donc ça peut sembler stéréotypé, mais on peut se rendre compte qu'ils ont quand même beaucoup de liberté déjà dans leur zone à chacun pour pouvoir s'exprimer offensivement. Est-ce qu'en tant que coach, tu as des modèles, des coachs que tu regardes pour t'imprégner de leur philosophie ? Est-ce que je sais pas, moi, un Jürgen Klopp, un Guardiola, ou même à des échelles en dessous, il y a des très bons entraîneurs de Ligue 1 ou en France qui t'inspirent, tu te dis tiens, là c'est pas mal ce qui a été proposé.
Exactement. Je suis un passionné de foot, donc j'ingurgite énormément de matchs tous les jours, et quel que soit le niveau, et même sur des matchs de National ou de Ligue 2, je peux m'imprégner et prendre des Du coup, est-ce qu'il y a idées. des coachs qui te parlent plus que d'autres dans leur philosophie? Moi, j'aime. Pour moi, c'est Guardiola le meilleur avec le ballon. Mais en fait, chacun, aujourd'hui, j'ai vu un article dans l'équipe qui parlait de El Cholo à l'Atlético. Diego Simeone. Voilà, qui se réinvente. Et voilà, en fait, pour moi, le football, vous êtes bon dans toutes les phases. Donc, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont des points forts, et c'est d'aller chercher un peu et de les ramener et de les mettre à votre sauce. Donc après, aujourd'hui, je suis bien servi avec Francesco et même de Zerbi avec qui il a travaillé, parce que c'est vraiment un style de jeu que je peux affectionner, que je peux aimer. Un dernier mot, Julien. Tu as fréquenté donc l'OGC Nice en tant que joueur entre 2009 et 2012. Tu as retrouvé facilement tes repères ici à Nice. Heureux d'être revenu sur la Côte d'Azur? Je suis très très heureux. Par contre, je me suis trompé de parking parce que je suis allé à Charles Herman et j'ai dit ah ouais, non, ça a changé. Oh, il y a deux shots dans les douches. Ah oui, les vestiaires et tout ça, les bureaux. Non, ça a été un grand plaisir. Bon, aussi parce que j'avais été au chômage, donc quand vous retrouvez, mais avoir la possibilité de revenir à l'OGC Nice où j'ai passé, ça a été 3 ans et demi. Fatigant parce qu'on a joué le maintien pendant 3 ans et demi, mais j'ai vécu une aventure humaine exceptionnelle avec des valeurs qui correspondaient à mes qualités de joueur aussi et mes qualités d'homme. Donc voilà, j'étais très très heureux. Et puis la grosse force, je trouve, c'est que même si le club a énormément grandi, a changé de propriétaire, j'ai retrouvé des gens que j'avais retrouvés là. Et je trouve que c'est une force de garder des piliers, des repères. Parce qu'on parle de famille, mais aujourd'hui, la vraie famille, c'est ces gens-là qui vous parlent, et au quotidien pour les joueurs, qui vous parlent de l'OGC Nice. Et ça, c'était un vrai plaisir de les retrouver. Mon Gym, ma famille, le slogan de l'OGC Nice, il n'est pas galvaudé quand on entend parler Julien Sablé. On va passer à l'avant-match de cette rencontre entre Nice et Metz en regardant le classement de cette Ligue 1. L'OGC Nice, est toujours deuxième de ce classement, malgré sa défaite face à Rennes lors de la dernière journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, par contre, a pris son envol. Là, ça y est, 8 points d'avance. Monaco a perdu sa 3e place. C'est Brest qui est dorénavant 3e et Monaco est donc 4e. Il y a toujours 2 points d'écart, quand même, malgré tout. Brest que l'on jouera la semaine prochaine. Ça va être un match, là aussi, assez cher. Puis Monaco, la semaine d'après, ça va être compliqué. D'ailleurs, sur ce match-là, il faut le gagner, ce Nice-Metz, Will, parce qu'il y a Monaco-Marseille ce week-end et il y a Brest-Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain-Brest. Ouais. Marseille-Monaco et Brest, Paris Saint-Germain-Brest. Oh, ça va, toi. Donc, pour prendre des points sur Brest ou sur Monaco ou Marseille. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah oui, non, mais c'est important. C'est important. Genre, des confrontations directes comme ça entre équipes de tête, c'est super important quand tu joues un mal classé. Et ouais, mais c'est justement là où le gym perd le plus de points. Et ouais, je te spoil un peu ton article de demain. Ouais, préparer un truc où, voilà, en fait, on s'aperçoit que Nice n'a perdu aucun match contre le top 9. Par contre, contre les équipes moins bien classées, c'est plus compliqué. Alors, tu considères Rennes comme une équipe moins bien classée? Eh ben, ils sont 10e. Je suis d'accord avec toi, mais bon, même s'ils sont en train de remonter... Tu sais, tu prends 18 Non, mais je sais, j'ai compris. Du coup, ça va, Rennes est 10e aujourd'hui, t'inquiète pas. Oui. J'ai ma caisse, alors quelques restes en maths. Ouais. Non, mais voilà, oui, non, c'est et puis surtout un retour à domicile aussi. L'OGC Nice est invaincu à domicile, gagne la majeure partie de ses matchs à domicile, donc oui, contre Metz, qui avait été très 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 pauvre à l'aller. Mais tu t'avais gagné difficilement quand même. Ouais, sur un but de Hicham Boudaoui. Ils ont pas mal d'absents, non, avec la CAN. Camara au milieu, je sais pas. C'est possible. Il y en a qui reviennent. Il y en a 2 qui sont revenus. Il y a Kandé qui est revenu et l'arrière droit Van de Kerkhoff qui est, avec l'Algérie qui est revenu aussi. Donc, voilà. Non, c'est un match important. On va écouter Francesco Farioli, justement, sur ce match important et sur cette équipe de Metz que l'OGC Nice recevra donc samedi à 17h du côté de l'Alliance Riviera.
Beh, intanto affrontiamo una squadra che all'andata ci ha dato da fare perché abbiamo... On affronte une équipe qui à l'aller nous a donné du fil à retordre. On avait gagné, mais ça avait coûté beaucoup d'énergie et d'attention. Donc je m'attends encore une fois à un match équilibré. Mais c'est parmi les 5 meilleures équipes en déplacement en termes de points obtenus. Donc on devrait être d'autant plus attentif. C'est une équipe qui a fait de la débauche d'énergie physique une de ses qualités. C'est une équipe qui sait attendre le bon moment pour repartir et punir l'adversaire quand on lui laisse des espaces ouverts, avec de très bons joueurs devant qui sont très bons pour attaquer les longs espaces. Donc on devra maintenir notre équilibre et en phase défensive retrouver une agressivité dans le pressing et défendre plus compact. C'est un match qui va être difficile de la première à la dernière minute. Il faudra qu'on sache trouver la lucidité, la force et l'envie de reprendre notre marche en avant, et qu'on marque des points devant nos supporters. Et tornare a fare punti davanti ai nostri tifosi. Voilà, reprendre sa marche en avant. De toute façon, en Ligue 1, tous les matchs sont difficiles, Julien. Quoi qu'il arrive, que tu joues contre le Paris Saint-Germain, contre Metz ou Lorient. Complètement. Il y a jamais. C'est un championnat qui est très difficile et qu'il faut respecter chaque équipe. Il faut faire ce qu'il y a à faire. On voit encore une fois, on l'a dit, la victoire du match aller, même si le contenu est très bon et qu'on avait fait vraiment un gros match dans le contenu, au bout du compte, on aurait pu avoir un match nul avec un peu moins de réussite, parce qu'on n'avait pas tué le match comme il le fallait. Donc il faut le prendre au sérieux. On sait que c'est un match à gagner, mais il faut et le faire. Il va falloir grandir. Parce que quand on regarde le calendrier de l'OGC Nice, on sait que l'OGC Nice va se déplacer beaucoup chez des adversaires directs. Donc ces matchs-là, il faut surtout pas les perdre, quoi. Non, bien sûr. Mais après, c'est une équipe qui a su aussi se déplacer sur la phase aller, même s'il y a eu une période un peu compliquée là. Mais oui, Metz à la maison, j'ai pas trouvé cette équipe, moi, flamboyante sur la phase aller, cette équipe de Metz. Il y a des lacunes. Nice doit être capable, même si il peut y avoir des absents, de s'imposer. Attention au bus quand même, parce que l'OGC Nice n'était pas très à l'aise, Philippe, quand l'équipe en face met le bus et défend beaucoup depuis le début de la saison. Tu as raison. Attention au bus. Attention au bus. Mais bon. Au-delà du but, c'est une équipe qui ne veut pas le ballon en fait. 30% de possession, c'est la pire moyenne du championnat. Donc on va revoir les passes entre Dante, Todibo, Youssouf, comme ça, ce fameux triangle, pour chercher le déséquilibre derrière. Donc je te préviens d'avance, Philippe, parce que je sais que des fois ça peut t'agacer. Je boirai du coca et des cafés pour pas m'endormir. Non, je suis pas sûr parce que je suis pas sûr qu'il y ait autant de passes là, puisque s'ils viennent pas trop nous chercher, on risque d'être dans leur camp adverse et on va être dans d'autres phases qui vont être des phases bien sûr de patience. Mais je ne connais pas une équipe aujourd'hui en Ligue 1 qui est à l'aise face à une équipe qui joue un bloc très bas. C'est là où la qualité de nos joueurs, la différence va se faire sur ça, sur un moment, un coup de génie d'un d'entre eux, ou trois qui vont se connecter et qui vont mettre en place quelque chose qu'on a travaillé, comme à l'aller, et qui trouvera la faille. Allez, on va passer à la compo probable de ce match entre Nice et Metz. Droit au but. Allez mon Will, tu vas me rejoindre là pour parler de cette compo probable que va nous valider après bien évidemment Julien parce qu'il la connaît. Exactement. Il la connaît cette compo niçoise. Ouais, j'ai demandé de confirmer ou pas. Francesco, on te salue. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas cité. Baratelli. Double le chat. La relève de Baratelli. Donc Marcin Bulka dans les buts classiques. Mais en fait, ça va pas être une surprise, c'est la même compo qu'on avait annoncé à Bordeaux. Ah. Donc, tu enlèves Loucher, toi, on va voir le milieu de terrain tout de suite d'ailleurs. Parce que malgré son bon match à Bordeaux. Parce que Kefren Turam, à un moment donné, il va bien être Julien relancé. Fait la grimace, alors je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on soit. Surveiller ses mimiques et après on en parle off. Attends, on fait la compo. écoute-moi, Thuram, il fait pas une super entrée contre Bordeaux, on est d'accord. Il a besoin de rythme, il a besoin de temps de jeu, on est d'accord, ça aussi. Mais le petit Loucher, lui, il a été bon. Est-ce qu'on pourrait pas le revoir à domicile? Mais jamais. Pourquoi t'as pas posé la question à Parce que j'étais tout à l'heure. Ah, voilà. Mais les absents ont toujours tort, comme on dit. Non, mais si t'avais pu mettre un ou, tu l'aurais mis en tous les cas. Si j'avais pu, oui, j'aurais fait. Mais non, je pense pas. En tout cas, on lui a posé la question si Thuram était prêt à jouer 90 minutes, à démarrer le match du moins. Il a dit oui. Donc voilà. Et puis devant, il a Shaw qui va être sûrement conforté dans son couloir gauche avec Evan Guessant, qui je maintiens est toujours le meilleur attaquant axial de l'OGC Nice. Et Gaëtan Laborde à droite en attendant le retour de la canne de Boga.
Oui, parce qu'on est une fausse joie avec la Côte d'Ivoire. Hein. Ils auraient pu. Je sais pas si c'est pas un mal pour un bien, ça aussi, parce que Boga il serait revenu avec la tête à l'envers d'être éliminé avec la canne à la maison. Peut-être que là, qui sait, ils vont renverser tout et on reviendra avec un Boga en forme reviendra. Très bon joueur, Sénégal en qui a montré de belles choses face à Bordeaux également dans ses prises de balles. Qui pourra basculer à droite quand Boga reviendra. Effectivement. Tu valides, Julien? Combien de juste? Ouais. J'ai pas envie d'aller chercher mon chèque à la compta demain. Bon, voilà, en tous les cas, cette il a fait quelques sourires et quelques grimaces qui me. Moi, j'ai une petite pièce sur Tom Louchet, encore milieu de terrain, mais bon, c'est dur de laisser Kefren Turamé effectivement sur le banc. À domicile, il faudra à un moment donné qu'il ait un peu de temps de jeu aussi, Kefren, pour revenir en pleine forme. Sinon, on joue à 12, hein. Sinon, on joue à 12. Non, mais de toute façon, il y aura des rentrants. Mais il n'y a que Nice alors qu'il laisserait Kefren Turamé sur le banc. Non, mais après, ça peut s'entendre quand il revient de blessure. Bien sûr, à Bordeaux, ça peut s'entendre. Bon. Là, c'est vrai qu'à domicile contre Metz. Mais bon, seuls Francesco Farioli et Julien Sablé ont la réponse à cette question. D'ailleurs, elle est faite quand, à peu près, l'équipe? Elle est faite veille de match? Elle est faite avant-veille? Non, souvent il a déjà sa première idée, elle est le lendemain du match quand on a des crassages, l'après-midi on reste travailler, souvent il a déjà une première idée de première version qui change rarement après. Après, tout au long de la semaine, c'est pas dit qu'il donne l'équipe titulaire tout de suite sur l'entraînement, mais souvent c'est vrai qu'une semaine avant il a déjà une idée de sa composition. Et c'est plus en fonction de l'adversaire, s'il y a des petits changements, ou en fonction de la forme des joueurs plutôt? Il est plutôt focus sur notre équipe et sur ce qu'on va faire. Moi, je partage cette idée-là. C'est la réussite et la victoire, ça sera comment on va bien faire les choses. Et après, on s'adapte bien sûr un petit peu à l'adversaire. Mais... Et l'annonce au groupe du 11, c'est le jour même, c'est la veille? Ça varie. En principe, tout dépend les semaines, mais c'est vrai que sur les fins de semaine, ça peut être la veille ou le jour du match. C'est très rare le jour du match, mais souvent c'est la veille. Le petit Louchet, il a dû bien dormir avant le match face à Bordeaux, quand il a dû apprendre qu'il était titulaire, parce que c'est une grosse responsabilité. Tom nous surprend de jour en jour, et vraiment c'est une belle surprise, et surtout qu'il peut jouer beaucoup de postes. Et un petit Rosario, comme a dit le coach. C'est un couteau suisse lui aussi, et c'est vrai que d'avoir deux joueurs qui sont capables de nous couvrir tous les postes, sauf gardien de but, mais on n'a pas encore tenté Pablo gardien de but, mais il est capable. Donc, non, mais c'est vrai que quand vous avez deux joueurs de cette qualité qui peuvent couvrir les 10 postes, c'est exceptionnel dans un effectif. Allez, on va passer au cadeau de la semaine, un cadeau spécial cette semaine. C'est le moment. Et oui, un cadeau spécial, parce que c'est pas des places, c'est pas des maillots qu'on va vous faire gagner cette semaine, mais c'est l'album Panini et les stickers qui vont avec. Voilà, tout plein de stickers pour cet album Panini. On va regarder, tenez, la page de l'OGC Nice. Alors normalement, évidemment, je l'avais marqué, mais là, je la retrouve plus. C'est classique. Voilà, donc cette page de l'OGC Nice pour cet album Panini. L'album officiel 2024 de la Ligue 1 Uber Eats. Pas un, pas 2, mais 8 albums avec 250 stickers d'une valeur de 50 € pour chaque petit carton comme ça. Et vous le savez, eh bien, il faut pronostiquer le score exact entre l'OGC Nice et le FC Metz avec le nom de buteur et le hashtag Gymtonic. Voilà, tout plein de petits stickers. Hop là, on les fait voler. C'est parti. Voilà, distribution de stickers. C'est la bombonera. Les papelitos de Panini. Voilà, à gagner cette semaine dans Gymtonic. C'est l'heure du souviens-toi. Allez. Un souviens-toi un peu triste cette semaine, mon cher Philippe, parce qu'on pleure évidemment, tout le sport azuréen et le foot azuréen pleure la disparition d'un grand homme, d'une légende, pas de l'OGC Nice, mais de l'AS Monaco. Et on voulait lui rendre hommage ce soir, parce qu'il a aussi fait du mal parfois à l'OGC Nice dans son jeu. C'est sûr, on ne pouvait pas dire un mot sur Jean Petit. Bon, on est dans une émission très rouge et noir, OGC Nice, Gymtonic, mais... À Nice, on aime Nice, mais on n'a jamais détesté Monaco. Ça n'a jamais été un club ennemi.
Il y a des inimitiés avec d'autres clubs beaucoup plus fortes. Et c'est vrai que Jean Petit était un personnage particulier, un homme bien et un super joueur, une élégance, il respirait le foot, il avait un sens du jeu incroyable. Il a croisé souvent le gym avec l'ASM. Je voudrais rappeler 2 matchs particuliers en 75-76. L'entraîneur de Nice, qui s'appelait Vlatko Markovic, avait dit avant le match bon, Petit c'est bien, mais nous on a Guillou. Et puis au Nice, j'en voudrais pas, même pour lasser les chaussures de mes joueurs. Delionis, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'AS Monaco. Delionis, argentin, un génie. Il avait bien fait de dire ça. Le lendemain, Petit passe décisive. Au Nice avait marqué 4 buts. Il était venu jouer du violon devant. Il avait fait comme s'il jouait du violon devant Markovic. Et c'est un souvenir impérissable. Monaco avait battu Nice 4-1 au Louis II. Nice s'était vengé au retour en gagnant 4-1 aussi. Et il y a également le souvenir d'une demi-finale retour de Coupe de France en 1978, l'année du titre de Monaco. Monaco qui cette année-là a remonté de D2 et avait gagné le championnat. Une équipe sublime avec une charnière, avec Ettori dans la cage, une charnière centrale Gardon-Courbis. Au milieu, Jeannot Petit, Moisan et devant d'Alger qui était un super joueur avec Onis. Bon, une très belle équipe de Monaco. Et en demi-finale de coupe, Nice gagne 1-0 à l'aller. Et au match retour, Monaco mène 1-0. Il reste pas beaucoup de temps à jouer. Et Biekovic, lancé par Huck, part limite hors jeu. Enfin, pour Nice, il part limite hors jeu. Mais pour Jean Petit. Pour Jean Petit, il part hors jeu. Et pour tout Monaco. Et en fait, cette blague avec Jeannot, souvent, on se branchait avec ce match et avec ce but. Il m'a toujours dit, Nice nous a privés d'un doublé à cause d'un but hors jeu de Biekovic. Et c'était quelqu'un de chambreur, de drôle, de simple. Comme je l'avais écrit, c'était quelqu'un qui... c'était un géant, Jeannot, et qui était toujours à hauteur d'homme, quoi, qui parlait... c'était un régal de l'avoir au téléphone. Toujours joignable. Voilà. Et hier, j'ai appelé quelques Niçois, dont Huck et Baratelli, qui m'ont dit que c'était... Huck m'a dit que c'était un bel adversaire. Voilà, c'était un mec super technicien, le sourire, loyal. Il m'a dit, bon, contrairement à Courbis qui pouvait te couper en deux, jamais un coup méchant. Et Baratelli le connaît bien parce qu'ils ont joué en équipe de France ensemble. Enfin, il était de la Coupe du Monde 78. Hein. 78 tous les deux, mais tous les deux sur le banc. C'est ce que m'a dit Doumé hier. Il m'a dit que c'est le point commun qu'on a avec Jeannot, c'est Michel Hidalgo qui nous a pas fait confiance. Et il me disait aussi qu'il était chambreur. Baratelli, quand il part de Nice, il signe au PSG. Il avait rencontré Jean de Petit à l'aéroport et Jeannot lui avait dit, mais tu es fou, tu vas à Paris, mais il pleut tout le temps. et donc voilà. Et il y a 3 semaines, les anciens Niçois ont été réunis par Francis Camerini, qui a un restaurant à Monaco qui s'appelle la Tavernata. Il a réuni tous les anciens Niçois des années 70 et il avait invité Alfred Vitalis dit le Marquis, qui était défenseur à cette époque, et Jeannot Petit. Et Jeannot, par exemple, Baratelli est plus vu Petit depuis 20 ans, je crois. Et Jeannot est venu, il a mangé avec tous les Niçois il y a 3 semaines. Et puis voilà, il nous a quittés. Donc c'était, comme dit Huck, un bel adversaire. Ça a jamais été un ennemi du gym. C'était un ami de tout le monde et on ne pouvait pas finir Gym Tonic sans dire au revoir à ce monsieur qui était un grand joueur et un homme bien. Et on adresse bien sûr toutes nos pensées aux proches de Jean Petit, à tous les supporters de l'AS Monaco et évidemment aussi au club de l'AS Monaco. Un hommage lui sera rendu face à l'Olympique de Marseille, le match suivant face au Havre du côté du stade de Louis II. Voilà pour ce magnifique « Souviens-toi » encore une fois de la part de Philippe. Julien, merci beaucoup. Merci à vous, c'était très agréable. C'était passionnant. On a pu te parler pendant moi aussi, des heures. C'était top. Donc merci pour l'invitation et puis la tu qualité. Reviendras. Si on m'invite, je viens. Ouais, voilà. Bon. Allez, avant de se quitter, on va quand même faire une petite surprise à l'un d'entre nous.
qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Oui, messieurs, on va aller chercher. Allez, Vivien. Faut aller chercher le nourrisson. Il faut aller chercher le petit nouveau dans la rubrique des sports de Allez. ce matin. Allez, viens à côté de moi, Vivien, viens à côté de moi. Donne-lui le micro, Will, pour qu'il nous dise un petit mot quand même, parce que... Petite saucisse de morteau pour Voilà. Alors, je l'ai fâché la dernière fois, Vivien, quand il est venu sur ce plateau, parce que je l'ai traité exprès d'Alsacien, mon cher Vivien, mais... T'as pas fait exprès, je crois. Tu le savais pas. Si, je le savais. C'est limitrophe, mais Franche-Comté-Alsace, pas tout à fait pareil. Voilà, 30 ans aujourd'hui. Ouais. C'est vieux. Hein. Ouais, tu as payé ton coup. Je vais payer mon coup. Tu le vis bien, tu le vis bien. Je le vis bien, ouais. Et à côté de vous, c'est pas mal. Voilà, alors apprends à bien parler dans le micro. Moi, je t'avais appris à bien parler dans le micro à l'époque à l'EDJ. Ou déformé, je sais pas. Peut-être déformé, ouais. Merci pour le clin d'œil. Voilà, joyeux anniversaire, mon cher Vivien. Et puis tu viens quand tu veux sur ce plateau. Et puis on est obligé de saluer quelqu'un qui a grandi près du stade Bonal. Donc, le renouveau de The Sochaux. Franchement, quel courage, quelle abnégation. Le froid ne manque pas. Vraiment, c'est un parcours. Merci. Mais je désespère pas sur un souviens-toi Nice-Sochaux de ta part, Philippe. Ah ben moi j'en ai un là, avec la fameuse main de Florent Balmont sur la ligne là, qui il va falloir où la coupe ou que Sochaux remonte. Je m'intéressais déjà plus au foot. Moi je me rappelle d'un Nice-Sochaux au stade du Rail. Justement. Allez voilà, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait te faire. Vivien. Alors t'as pas de gâteau comme pour Dante et ses 40 ans, hein. Ça on réserve aux grands joueurs, ça. Toi, il faut encore que tu fasses un peu tes classes. Allez, merci Julien, merci à tous d'avoir été sur le plateau de Gymto. Merci à Franck Fernandez, Sophie Doncé, Chloé Wargard et Philippe Bertini à la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gymtonic. À la semaine prochaine, bye bye. Et Damien.